Bonjour à tous. Donc pour cet après-midi, désolé, on est un petit peu en retard, donc on va aller assez vite. Nous avons le plaisir de recevoir donc Pauline Maurice, qui est chargée de recherche au Lauria à Nancy, et particulièrement dans l'équipe Larsen. Pauline, son travail de recherche s'articule autour des questions d'interaction homme-robot au sens général, avec beaucoup d'aspects simulation et analyse de ces situations. Avec un prisme orienté vers l'humain au travail, donc plutôt l'assistance de l'humain au travail. Voilà, et donc tu as fait ta thèse à Jussieu, à l'ISIR, avec l'illustre Philippe Bidot et l'illustre Vincent Padois. Et tu étais auparavant à Polytechnique quand même, je voulais le dire quand même. Et donc après 4 ans de postdoc, 2 ans à Northeastern University et 2 ans à l'INRIA, tu as obtenu un poste de chargé de recherche, voilà, qui t'amène ici maintenant. Donc, tu as obtenu ton poste en 2019. Exact. Et donc, tu vas nous parler justement de ces questions d'interaction humain-robot dans le cadre de ton activité de recherche. Voilà, merci. Merci. Du coup, bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Ok. Bonjour à tous et merci Charles pour l'introduction et merci de m'avoir invité pour cette présentation. Donc effectivement, moi je vais vous parler d'assistance robotique aux gestes professionnels et plus particulièrement avec un prisme de essayer de réduire tout ce qui est pénibilité physique au travail et réduction des troubles musculo-squelettiques. Donc, troubles musculo-squelettiques, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est des pathologies qui affectent différents tissus du corps, donc notamment muscles, tendons, ligaments, qui arrivent en fait quand on a des sollicitations biomécaniques, en l'occurrence au poste de travail, qui sont importantes et surtout répétées. Donc en fait, c'est typiquement des tendinites, des lombalgies, et ça touche énormément de personnes. Alors dans le monde industriel, là j'ai surtout des photos du monde industriel, mais pas que, notamment dans le milieu, tout ce qui est soins à la personne, dans le milieu médical, il y a aussi des gros problèmes de troubles musculo-squelettiques ou TMS. C'est en fait la première maladie professionnelle dans de nombreux pays. Et donc les TMS, c'est multifactoriel, donc il y a des facteurs personnels, des facteurs organisationnels, mais il y a aussi et surtout des facteurs biomécaniques de risque. S'il n'y a pas de facteurs biomécaniques, il n'y a pas de TMS. Et donc les situations risquées, c'est tout ce qui va être effort important, mais surtout effort répété, donc répétitivité des gestes et posture non ergonomique, notamment travailler par exemple les bras levés, travailler penché en avant. Donc tout ça quand ça se répète en fait dans le temps sur des mois, des années de travail, ça peut amener au développement de TMS. Alors d'un point de vue ergonomie, normalement, en première intention, si on veut essayer de réduire la prévalence des TMS, on va essayer de réduire l'exposition aux facteurs de risque biomécaniques en réorganisant le travail. Alors que ce soit réorganisation du poste de travail, réorganisation spatiale, réorganisation temporelle, pour essayer de réduire la répétitivité, de réduire les efforts, d'améliorer les postures. Donc on travaille vraiment sur le poste et l'environnement de travail. Maintenant, dans un certain nombre de cas, en fait, on ne peut pas directement supprimer ces facteurs de risque. Et donc, une solution dont on entend parler quand même depuis quelques années, c'est l'assistance robotique au geste. Donc, où on va venir non pas remplacer la personne au poste de travail, mais vraiment l'assister. Et ça a un intérêt pour des tâches qui sont difficilement automatisables. Parce qu'en fait, les tâches qui sont très répétables, aujourd'hui, elles ont déjà, pour la plupart, été automatisées. Mais dès qu'on a, en fait, de la variabilité dans l'environnement, dans la tâche, les capacités d'analyse, de perception, de décision et l'expertise du geste technique de l'humain restent encore aujourd'hui dans beaucoup de cas supérieurs. Alors avec les gros progrès, notamment en IA, il y a peut-être certaines choses qui vont évoluer, mais en tout cas, aujourd'hui, au-delà des considérations, on va dire, sociétales de garder d'emploi, il y a quand même beaucoup de situations où on ne sait pas, en fait, complètement automatiser. Et du coup, dans ces cas-là, on peut venir, l'idée c'est de venir assister physiquement l'humain au travail avec des dispositifs qui vont être typiquement soit des robots collaboratifs. Donc un robot collaboratif ou un cobo, c'est quoi? C'est un bras manipulateur
qui peut être fixé soit sur une base fixe, soit sur une base mobile, ou, je dirais d'une certaine manière, le pendant porté, qui va être l'exosquelette, où là on a un dispositif qui est porté sur soi. Et donc ça peut apporter un certain nombre de bénéfices, notamment par exemple compensation du poids d'un outil manipulé, d'un objet ou d'une charge, que ce soit sur un Kobo ou sur un exosquelette. Ça peut être aussi sur l'exosquelette, compensation des effets gravitaires sur les segments corporels, donc par exemple soutenir les bras quand on travaille les bras levés. Et puis on peut aussi travailler sur l'adaptation de la posture et guider en fait le mouvement de la personne. Donc, alors là c'est exemple plus industrie, mais comme je disais, en fait sur la partie collaborative, ça s'applique pas forcément que à l'industrie. Mais finalement c'est quand même un changement de paradigme. Historiquement, la partie robotisation, c'était ce qu'on voit en haut à gauche, hein, c'est vraiment des robots puissants, rapides dans des cages. Donc ça c'était de l'automatisation totale. Aujourd'hui, si on regarde là où on en est, alors ça existe toujours, hein, mais là où on en est un peu en termes de collaboration humain-robot, on est sur ce qu'on a en haut à droite, qui est plutôt de l'espace de travail partagé. C'est-à-dire qu'on a des robots qui sont plus safe, à la fois mécaniquement et puis d'un point de vue monitoring de la proximité de l'humain. Donc on peut enlever les barrières pour certaines applications. Maintenant, c'est toujours l'humain et le robot qui travaillent chacun sur leur tâche. Et alors quand je dis le futur, ce vers quoi on cherche à aller pour finalement tirer le meilleur parti de l'assistance robotique au geste, c'est de la collaboration, donc vraiment un humain et un robot qui travaillent en même temps sur une même tâche, que ce soit un Kobo ou un exosquelette. Donc ça, on en entend quand même pas mal parler. Il y a un certain nombre de boîtes qui finalement font un peu de la publicité, de la com sur ils s'équipent d'exosquelettes, de robots collaboratifs. Mais en fait, dans les faits, c'est encore très très marginal. Le déploiement de ces systèmes, il est vraiment, à ma connaissance, très 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 limité, au-delà de l'aspect un peu effet de mode, on va dire. Et ce dont je voudrais parler, c'est en fait quelques difficultés. Pourquoi est-ce qu'il y a encore pas mal de défis à relever pour que finalement cette collaboration fonctionne bien. Et du coup, dans un premier temps, je vais parler d'exosquelettes passifs. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce qui est commercialisé, c'est les systèmes principaux qui sont commercialisés et qui commencent à être déployés. Donc un exosquelette passif, c'est quoi ? C'est un système qui est purement mécanique, donc pas de moteur, et qui fonctionne principalement avec des ressorts qui vont être en fait en fonction de quand on bouge, ils sont étirés, compressés, ça stocke de l'énergie et ça va permettre de changer de répartir en fait les efforts sur différentes zones du corps. Donc il en existe un certain nombre qui sont commercialisés. La plupart, c'est de l'assistance au niveau des épaules pour tout ce qui est travail les bras levés. En fait, typiquement, vous avez un système à base de ressorts qui fait que comme si vous aviez un soutien en fait au niveau du bras, sauf que le soutien il est porté sur vous et l'effort est reporté au niveau des hanches. Et l'autre catégorie de système qui est assez commune, c'est tout ce qui est assistance au bas du dos, donc assistance au lombaire, où là c'est plutôt quand on va travailler penché en avant. Donc aujourd'hui, c'est ces systèmes principalement qu'on commence à voir déployés, et dans certains cas ça marche bien, et dans d'autres ça marche moins bien. Et du coup je voudrais parler de deux projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, pour montrer un peu les avantages et les limites de ces systèmes. Et là, plutôt du point de vue évaluation sur des situations de travail concrètes, on va dire. Donc le premier projet, et est-ce que ma vidéo se lance, fantastique. Le premier projet, c'était un projet en collaboration avec le CHU de Nancy, qui s'est fait pendant la période Covid. Donc c'était avril-mai 2020, donc un projet un peu particulier. En fait, les patients qui sont en réa à cette période, c'est bénéfique pour eux de les placer sur le ventre pour une meilleure oxygénation, une meilleure ventilation. Sauf qu'ils ne peuvent pas y rester tout le temps pour d'autres raisons. Donc en fait, les médecins sont obligés de les retourner régulièrement. C'est la manœuvre qu'on appelle décubitus ventral. Et dans l'autre sens, je pense que c'est le décubitus dorsal, le fait de le remettre sur le dos. Donc ici, c'est cette manœuvre de décubitus ventral DV qui est effectuée sur un mannequin. Donc en fait,
il y a quatre médecins en général sur les côtés qui manipulent le patient, et puis il y a un médecin à la tête qui doit maintenir la sonde d'intubation. Et en fait, ça, il y a des efforts en jeu parce qu'il faut manipuler le patient. Il y a aussi des postures, notamment pour la personne qui est à la tête. En fait, il y a peu d'efforts, il ne porte pas le patient, mais par contre, souvent, il travaille un peu penché en avant. Il reste comme ça, statique, pendant plusieurs minutes. Une manœuvre de DV, c'est en général entre 4 et 6 minutes en moyenne. À savoir qu'en temps normal, c'est des choses qui sont faites quelques dizaines de fois par mois maximum. Pendant la première vague du Covid, ils en faisaient plusieurs dizaines par jour. Et donc en fait, ça posait, au-delà de toutes les autres questions qu'il y avait pendant le Covid, en fait, ça cause de la fatigue physique et donc possiblement à plus long terme des TMS chez les médecins. Et donc on a travaillé à ce moment-là avec le CHU qui s'est demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose rapidement, on va dire, avec entre guillemets les moyens du bord, sachant qu'il faut que ce soit une solution compatible avec l'environnement, donc typiquement assez peu encombrante, qu'on puisse emmener en réa, etc. Et on s'est donc orienté vers la solution exosquelette. On a, avec des médecins, d'abord fait une caractérisation assez rapide biomécanique de la tâche pour essayer de voir quelles sont les zones du corps à assister en priorité. En l'occurrence, donc, c'était plutôt la partie du dos, donc une assistance lombaire. Et on a, parmi les exosquelettes qu'on avait disponibles à ce moment-là, on a fait un premier choix, pareil, avec des essais avec les médecins, pour voir celui qui pourrait être compatible avec l'utilisation en réa et qui semble pouvoir être bénéfique. Et donc on a identifié le Levo, qui est conçu par une boîte hollandaise. En fait, il y a un ressort au niveau des hanches. Quand vous vous penchez en avant, il y a un appui au niveau du sternum, et en fait c'est comme si finalement quelqu'un vous maintenait au niveau du sternum. Par contre, c'est reporté, l'effort est reporté au niveau des cuisses. Et donc ça permet de rester penché en avant avec assez peu d'effort au niveau du dos. Donc ensuite on a voulu voir est-ce qu'il y a un bénéfice biomécanique. Alors là, encore une fois, c'est une étude vraiment pilote, comme c'était pendant la période Covid, on a deux sujets. Un exosquelette, c'est un système porté, donc le but premier, c'est de réduire les efforts, de soulager la personne. Maintenant, comme c'est un système qui est en interaction étroite quand même avec l'humain, il faut s'assurer non seulement qu'on réduit les efforts dans la zone cible, mais aussi, notamment sur les systèmes passifs, qu'on n'est pas en train de déporter le problème ailleurs, d'augmenter les efforts sur d'autres parties. Étudier éventuellement comment est-ce qu'on va modifier le mouvement, parce que même si le but premier, c'est pas de modifier le mouvement de la personne, nécessairement quand on va modifier la répartition de charge, ça va amener en général une modification de la posture. Et puis on prend en compte aussi les effets subjectifs, puisque ça reste quand même porté par la personne. Il y a aussi des questions de ressenti, des questions de confort, qui fait que si on ne considère pas ça, clairement, en général, ça marche mal. Donc on a fait cette étude où on a équipé donc, les sujets avec des dispositifs de capture de mouvement pour enregistrer les mouvements effectués, où là on trouvait finalement pas de différence avec et sans l'exosquelette. On a étudié également l'activité musculaire, notamment des muscles du dos, avec de la mesure EMG. Donc en fait, c'est des capteurs qui permettent d'estimer l'activité musculaire. Et là, on voyait une petite diminution des efforts au niveau du dos, donc qui va plutôt vers le sens d'un effet bénéfique. Et les médecins qui l'ont testé disaient qu'ils ressentaient moins de fatigue quand ils restaient penchés en avant pendant la manœuvre de DV lorsqu'ils utilisaient le système. Donc même si c'était une étude vraiment pilote, comme c'était plutôt bénéfique, ça allait plutôt dans un sens positif, on a pu passer à une phase, d'étude de faisabilité, où le système a été testé vraiment dans des conditions réelles en réa, pour vérifier que ça ne gênait pas pour travailler, que c'était bien compatible avec l'environnement de travail. Et comme ça a fonctionné. Ensuite, on a laissé 4 systèmes Levo pendant plusieurs mois au CHU, donc qui ont été utilisés d'abord par plus d'une soixantaine de médecins, et puis ensuite, il y a 4 volontaires qui ont eu leur exosquelette qui leur ont, entre guillemets, été attribués, et qui l'ont utilisé pendant plusieurs mois avec des retours plutôt positifs. Donc ça, je dirais, c'est un peu le côté, alors je ne sais pas si c'est success story, mais c'était plutôt positif. Ça a fonctionné sur plusieurs mois. Maintenant, c'est pas toujours aussi couronné de succès, on va dire. En fait, j'ai pu travailler sur un autre terrain avec les pompiers.
Les pompiers font un certain nombre d'interventions différentes qui souvent demandent des efforts physiques assez importants. Et typiquement, j'ai travaillé sur la manœuvre de désincarcération. Donc la désincarcération, c'est en fait quand on vient découper un véhicule accidenté pour venir en extraire des victimes. Et en fait, la désincarcération, ça nécessite l'outil, typiquement la pince et l'écarteur qu'on voit là, qui font entre 20 et 25 kg et qui sont manipulés dans des postures qui sont rarement ergonomiques parce qu'il faut atteindre les différents endroits du véhicule. Donc ça peut être penché en avant, c'est souvent porté parfois un peu à bout de bras. Et encore là sur la vidéo, la voiture est sur le sol, en fait, elle n'est pas au fond d'un fossé plié en quatre. Donc il y a des problématiques de TMS importantes chez les pompiers aussi. Il y a aussi des problématiques en fait, baisse de conditions physiques des effectifs, qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas en fait, faire ces interventions. Et du coup, ici aussi, on a besoin d'un dispositif d'assistance qui va pouvoir partir facilement sur le terrain, être compatible avec l'équipement de travail des pompiers. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'un exosquelette pourrait être bénéfique ? Pareil, on a fait une pré-étude avec une quinzaine de pompiers pour essayer de caractériser quelles étaient les zones du corps à assister en priorité, sachant qu'il y avait plutôt donc, dos et épaules. Et c'est ressorti que c'était plutôt les épaules à assister. Et donc, on s'est tourné vers un exosquelette. Donc ici aussi, un exosquelette du commerce. Hein. Là, on n'a pas du tout conçu d'exosquelette à ce stade. L'exosquelette Mate qui assiste pour le travail les bras levés. Donc, en fait, pareil, quand vous êtes comme ça, en fait, c'est comme s'il y avait, comme si vous aviez un repose-coude. Et en fait, ça génère un couple d'assistance. Donc, c'est un système passif, hein, c'est basé sur des ressorts. Ça génère un couple d'assistance en fonction de l'élévation du bras, qui est maximum quand vous avez le bras à 90 degrés, puisque c'est là que les effets de la gravité sur le couple au niveau de l'épaule dû à la gravité est maximum. Alors on s'est orienté vers ce système parce que c'était un peu le meilleur compromis qu'on a pu trouver entre compacité du système, puisque même si les pompiers ne rentrent pas dans la voiture, il faut quand même que ce soit assez peu encombrant pour qu'ils puissent s'en approcher, et à niveau d'assistance fournie, puisque ici on est sur des outils qui font une vingtaine de kilos, donc clairement avec un exosquelette passif de ce type-là, on ne compense pas 20 kilos, mais c'est quand même un des plus puissants qu'on a trouvé. Donc on l'a testé aussi pareil avec les pompiers, donc une douzaine de pompiers qui ont testé avant, avec et sans, sur des mouvements de désincarcération un peu classiques. Et on a enregistré ici aussi le mouvement, l'activité musculaire, des effets subjectifs aussi. Alors ici, ce qui est ressorti, c'est qu'au niveau activité musculaire, en fait, on n'a vu aucune différence avec et sans l'exosquelette. Donc en fait, pas de bénéfice. Pareil au niveau métabolique global avec le rythme cardiaque, pas de bénéfice observé. Alors, de manière assez, je ne sais pas si c'est anecdotique ou intéressant, par contre, quand on demandait aux pompiers, ils étaient hyper contents, ils trouvaient que ça les aidait beaucoup. Là, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, c'était un peu le côté, c'est nouveau, c'est une nouvelle techno, ils l'ont testé en fait pendant quelques minutes. Probablement que s'ils le testaient pendant plusieurs jours, on aurait peut-être pu cet effet un peu de waouh. Mais par contre, ce qu'on a regardé, c'est vraiment du coup la posture. Et en fait, ça, c'est le graphe, ici en bas à droite, c'est le temps passé sur le temps total de tâche avec les bras dans différentes zones d'élévation. Et en fait, on s'aperçoit que presque 80% du temps, les gens, ils ont les bras à moins de 45 degrés. Et en fait, si on regarde la courbe couple d'assistance-élévation qu'on voit ici, en fait, globalement, quand on a les bras baissés, c'est pas là que l'exosquelette est positif. Et alors, on peut se dire, super, on avait hyper mal choisi l'exosquelette. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait quand même fait une préétude où on avait regardé déjà ces données-là. C'était la même manip, c'était juste des sujets différents. Alors, c'était pas la même année, mais c'était voilà, des sujets différents. Et là, les gens passaient beaucoup plus de temps avec les bras levés. Et donc, en fait, globalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est sur des mouvements qui sont vraiment peu stéréotypés, qui sont très divers d'une personne à l'autre, et même parfois au sein d'une même personne. En fait, la personne va vraiment changer de stratégie. Et dans ces cas-là, l'exosquelette passif, ça marche vraiment assez mal, parce que l'exosquelette passif, c'est du ressort, enfin voilà, c'est principalement du ressort du stockage d'énergie dans une direction. Donc quand on a des mouvements qui sont vraiment toujours les mêmes, ça peut marcher, au-delà des problématiques de confort, etc. Quand on a des mouvements qui vont varier, qui ne sont pas toujours les mêmes, là, ça marche assez mal, l'exosquelette passif. Et du coup, ça peut être intéressant d'aller vers l'exosquelette actif. Donc un exosquelette actif, ici, c'est pour le coup un système qui va être motorisé. Donc c'est souvent du moteur électrique, ça peut être éventuellement du pneumatique.
Et qui dit motorisé dit, en fait, on a le contrôle, on peut mettre une loi de commande, on a le contrôle sur l'assistance, et donc on peut décider quand on l'active, de combien, etc. Alors, les exosquelettes actifs, ça pose aussi un certain nombre de challenges. Alors, ceux dans lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des challenges plus, on va dire, de conception qui sont liés au poids du système, notamment, puisque par rapport au passif, vous ajoutez la batterie, le moteur, l'électronique de commande, le contrôleur, etc. Il y a du coup, lié à ça, il y a des questions d'autonomie, de confort, etc. Mais aussi, une des grosses questions, c'est, OK, vous avez un système contrôlé, vous pouvez choisir l'assistance que vous fournissez, mais comment je sais si je fournis la bonne assistance au bon moment, en fait? Et ça, c'est vraiment une question assez critique sur les exosquelettes actifs. Donc ça va être tout ce qui est détection d'intention motrice de la personne, qu'est-ce que la personne veut faire, comment est-ce qu'elle va effectuer son mouvement, pour que j'apporte vraiment une bonne assistance qui soit le plus en symbiose possible avec le mouvement que la personne veut faire. Alors du coup, ça, on peut avoir plusieurs interfaces possibles. Vous pouvez avoir des boutons. Après, les boutons, si vous devez passer votre temps à appuyer sur des boutons, c'est quand même assez peu intégré et intuitif. On voit quelques recherches sur tout ce qui est brain-computer interface. Bon, franchement, dans le monde professionnel, c'est difficile, c'est beaucoup trop invasif. C'est quand même difficilement, à mon sens, envisageable, enfin crédible. Il y a pas mal de recherches, tout ce qui est contrôle basé EMG, donc sur l'activité musculaire. Là aussi, pour des activités vraiment professionnelles, en fait, la mesure EMG, d'une part, c'est un peu invasif, et en fait, le signal est tellement dépendant des conditions que c'est assez compliqué. Et du coup, on s'oriente de plus en plus vers des choses qui sont basées sur, en fait, de prédire le mouvement, détecter les intentions de mouvement à partir de données cinématiques, en fait, à partir vraiment des données de mouvement de la personne, et de préférence à partir de capteurs qui vont être intégrés, embarqués sur l'exosquelette pour éviter d'avoir à équiper la personne en plus. Et donc, dans ce contexte, je voudrais présenter un travail que j'ai réalisé avec un doctorant sur des questions de prédiction de mouvement à partir de données embarquées sur l'exosquelette. Donc, en l'occurrence, on a travaillé sur un exosquelette, là c'est une assistance au coude, donc ça c'est un proto qu'on a conçu, dans lequel il y a donc un encodeur au niveau du moteur du coude et puis des centrales inertielles sur le haut et le bas du bras, qui permettent d'avoir donc finalement l'état du système. Donc l'application, c'était pour aider à faire du port de charge. Donc le contrôle un peu basique, disons, de ce type de système, ça va être ce qu'on appelle de la compensation de gravité. Donc c'est le premier contrôleur, là, le G2Q. Parce que si j'ai un système dynamique, en gros, je vais avoir les couples, globalement les efforts internes, les couples de commande, qui permettent de compenser les effets gravitaires, donc G2Q, les effets inertie Coriolis, le C du point, et puis les effets inertiels avec le M du point-point. Donc ça peut être compensé les effets de la structure de l'exosquelette, en général de la charge aussi qu'on cherche à porter, et possiblement des segments corporels aussi de la personne. On peut faire de la compensation simplement de gravité, ça on a les capteurs, on connaît l'état de l'exosquelette, on peut assez facilement compenser la gravité. Ça marche pas trop mal, sauf que dès que vous avez des mouvements, des charges un peu lourdes, en fait, vous avez des effets inertiels que vous n'allez pas compenser et vous ne tirez pas forcément le meilleur parti de l'assistance. Donc ça peut être intéressant de faire aussi de la compensation dynamique, et en fait la compensation dynamique, ça nécessite une estimation de l'accélération qui est souvent assez bruitée et assez moche à avoir, et donc ça marche pas très bien dans les faits. Et du coup, une idée, c'était d'essayer de voir si on peut en fait prédire le mouvement, donc les trajectoires finalement de mouvement de la personne, avec des techniques type basées sur un peu de machine learning, pour essayer de réduire éventuellement les retards de commande, mais aussi de compenser les effets qu'on arrive difficilement à modéliser ou à estimer. Et donc en fait, ce qu'on a proposé, c'est du contrôle. On a le contrôle, donc la partie sur les contrôleurs en bleu, on a le contrôle antigravitaire ou dynamique classique, plus une partie plus impédance qui va chercher à en fait suivre le mouvement qu'on a prédit pour la personne. Donc voilà, la partie prédiction, le but c'est d'avoir des modèles, donc on a testé notamment avec du LSTM, qui sont des modèles des réseaux de neurones type récurrent, où on observe la trajectoire sur une fenêtre passée et on cherche à partir de ça à inférer quelle va être la trajectoire sur un horizon futur assez court, on est sur quelques dizaines de millisecondes, on ne va pas prévoir ce que fait la personne dans 3 jours. Alors,
c'est cool de vouloir faire de l'IA pour de la commande, c'est chouette, mais la première question, c'est déjà, est-ce que en fait, ça apporte vraiment quelque chose? Parce que qui dit IA, dit données d'entraînement, donc en fait, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre une usine à gaz pour pas grand-chose. Et du coup, pour ça, on l'a testé alors, sur une manip d'abord assez simple, dans le cas d'évaluation de la transparence d'un exosquelette. Alors la transparence, c'est quoi? En fait, un exosquelette, typiquement pour du port de charge, vous voulez qu'il vous assiste, mais en fait, quand vous n'êtes pas en train de porter une charge, vous voudriez que l'exosquelette soit comme transparent, en fait, comme si vous ne le sentiez pas. Et donc, on a commencé par essayer de voir si le contrôle prédictif pouvait améliorer la transparence. Donc, on a une tâche assez simple qui était en fait une tâche... Alors, le but, c'était de simuler comme un mouvement où on allait déplacer une charge, mais là, c'était avec un curseur sur l'écran. Et donc là, sans charge, juste au niveau transparence, on va essayer de minimiser la force d'interaction. Enfin, l'objectif, ce serait, et la métrique qu'on va évaluer, c'est la mesure de la force d'interaction entre l'exo et l'humain. Donc on a testé les 4 contrôleurs qu'on a vus avant, les 2 prédictifs et les 2 non prédictifs, plus un cas, le cas en bleu, c'est le cas où l'exosquelette est éteint. Donc là, on le porte quand même, mais il n'y a aucune assistance, ce qui explique la force. Ça, c'est la force d'interaction, les graphes de force d'interaction. Et à droite, c'est globalement les résultats en termes de force d'interaction avec les différents types de contrôles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que statistiquement, sur le plan statistique, on arrive à réduire, avec les contrôleurs prédictifs, on réduit la force d'interaction sans dégrader la performance. Typiquement, sur tout ce qui va être overshoot ou temps de mouvement, c'était pas changé. Bon, par contre, donc ça, c'est plutôt OK, c'est cool, on réduit la force d'interaction. La limite, un peu, c'est que, en fait, c'était pas... On l'a réduit statistiquement, mais physiquement, on la réduit pas énormément parce que les personnes s'en rendent même pas compte, en fait, quand on leur demande qu'est-ce qu'elles préfèrent. Et ça, une des explications, c'est qu'ici, on était sur un... Comme c'est de la transparence, on était sur un système très léger, en fait, où il y avait aussi très peu d'inertie, etc. Et donc, finalement, les forces en jeu sont tellement faibles que les personnes ne perçoivent pas vraiment la différence. Donc, on est en train, je n'ai pas les résultats parce que Alexandre est en train de faire passer les manips, mais on est en train de reproduire la même manip avec cette fois une charge, en fait, de la manipulation répétée de charge. Alors, on est sur de l'ordre de 3-5 kg, on n'est pas non plus sur 25 kg, mais là, on espère peut-être voir un bénéfice plus fort. Maintenant, comme je disais, c'est chouette, ok, on fait du contrôle prédictif, ça peut permettre de compenser certains effets mécaniques peut-être qu'on va avoir du mal à modéliser. Par contre, qui dit données, qui dit IA, machine learning, dit données d'entraînement. Et en fait, les données d'entraînement, notamment dans le cadre de l'interaction humain-robot, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que en fait, il faut enregistrer des données d'un humain qui travaille avec un exosquelette ou un robot. Et donc, une des approches qu'on propose, c'est la génération de ce qu'on appelle des données synthétiques, c'est-à-dire des données basées sur de la simulation, et en particulier sur l'utilisation de ce qu'on appelle la simulation physique. Donc, la simulation physique, c'est quoi? Il y a un moteur physique qui va en fait émuler les lois de la dynamique, c'est-à-dire comment est-ce que l'état d'un système évolue à partir de son état courant, et puis des forces qui y sont appliquées. Et donc on a un moteur physique dans lequel on peut mettre plusieurs systèmes, simuler plusieurs systèmes. Alors on peut typiquement simuler un robot avec sa loi de commande, donc ça c'est assez classique. Et ce qu'on fait également, c'est qu'en fait on va chercher à venir également simuler l'humain pour qu'il génère également des mouvements, et donc l'humain en interaction avec le robot. Donc soit à partir, on va animer l'humain, soit à partir de données de capture de mouvement, c'est-à-dire qu'on enregistre ces mouvements avant et puis on les rejoue. Soit plutôt aller vers de la synthèse de mouvement, où là on définit un objectif un peu haut niveau, qu'est-ce que la personne doit faire, et on essaye de synthétiser le mouvement qui correspond. Et donc sur cette simulation physique, la première chose qu'on a regardée, alors là j'ai parlé de simulation humain-exosquelette ou humain-robot, là en fait c'est de la simulation physique dans cette application-là, uniquement de l'exosquelette. En fait, comme je disais, si on revient sur la tâche d'avant où on veut entraîner des modèles de mouvement pour prédire le mouvement de la personne quand elle porte un exosquelette, des données de mouvement humain-exosquelette, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, des jeux de données de mouvement humain, en fait, il y en a quand même beaucoup plus. Et en plus, avec tout le développement de tout ce qui est analyse à partir de vidéos, etc., il est probable qu'on en ait accès à de plus en plus. Et donc l'idée ici, c'est de simuler physiquement l'exosquelette pour qu'il suive les mouvements d'un humain qui ont été enregistrés quand il ne porte pas l'exosquelette. Donc en fait, dans ce qu'on va voir ici, l'avatar, il est uniquement visuel.
Mais on a des données de capture de mouvement, donc on peut rejouer le mouvement de la personne. À partir de ça, on calcule les trajectoires des points où serait attaché l'exosquelette sur la personne. Et en fait, on utilise dans la simulation une loi de commande pour que les différents points de l'exosquelette, qui sont les points d'attache, suivent en fait au mieux les trajectoires qui correspondraient chez l'humain. Donc en fait, voilà ce que ça donne typiquement, par exemple, sur la vidéo qu'on a ici. Donc encore une fois, ici, l'avatar, il est que visuel. Par contre, l'exosquelette est vraiment simulé physiquement avec ces lois de commande. Et donc, on a une personne qui a une combinaison de capture de mouvement qui bouge et l'exosquelette suit les mouvements. Ce qui fait qu'à partir de ça, on peut, quand on est sur des capteurs de type cinématique, donc je parlais d'AMU, d'encodeur, etc., en fait, on peut assez facilement simuler des données d'entraînement dans la simulation, simuler des données d'entraînement, des données capteurs d'entraînement, et puis entraîner les modèles basés IA à partir de ça. Donc, c'est ce qu'on a fait là. On avait capture de mouvement, un contrôleur dans la simulation qui permet de générer le mouvement de l'exosquelette pour traquer les mouvements de la personne. Et puis à partir de ça, on a entraîné deux types de prédicteurs, soit directement, soit on prédisait la trajectoire et à partir de ça, on remontait au couple d'assistance avec de la dynamique inverse, soit on prévoyait directement les couples. Et ça marchait plutôt bien. Et actuellement, on est aussi en train, du coup, vraiment d'essayer d'utiliser ces données et cet entraînement à partir de données synthétiques pour le tester en réel, puisque là, on était uniquement en simulation, avec peut-être une phase, disons, un pré-entraînement sur des données de simulation, et puis après, une phase qu'on va appeler de fine-tuning avec un petit nombre de données expérimentales. Alors, ce que ça cache quand même là, et qui est aussi une vraie question, c'est en fait, là, on prend un jeu de données où les personnes bougent sans exosquelette, et on fait suivre le même mouvement à l'exosquelette. Sauf qu'en fait, quand une personne porte un exosquelette, il est très très probable que son mouvement soit modifié. Et du coup, ça c'est, je dirais, une ligne de recherche, je pense, assez actuelle, en tout cas qui moi m'intéresse pas mal, en lien aussi avec de la biomécanique, des neurosciences du mouvement, des sciences du mouvement de manière générale. Comment est-ce qu'on peut prédire et modéliser cette adaptation pour avoir une simulation, un système qui soit crédible, en fait. Et du coup, dernière partie rapide. Alors, j'ai parlé beaucoup d'exosquelettes. Je ne fais pas que de l'exosquelette, je fais aussi un peu de robots collaboratifs et donc pas mal de simulations. Donc, je vous ai parlé de simulation physique. Et en fait, là, je vous ai dit, on fait de la simulation humain-système. Et en fait, j'ai fait de la simulation qu'avec du système avant. Mais on peut donc aussi simuler, en fait, vraiment là, au sens physique, donc sur la vidéo. Cette fois, l'humain est aussi simulé physiquement, c'est-à-dire que par exemple, s'il se penche trop, en fait, il va s'étaler par terre. C'est pas juste graphique, il y a gestion de l'équilibre, etc. Et dans cette simulation physique, on va calculer donc les mouvements, mais l'ensemble des forces en jeu. Et typiquement, ça permet du coup d'estimer un certain nombre de données qui ont trait à la biomécanique et à l'ergonomie, donc des postures, mais aussi des données d'effort, estimer des données d'effort interne. Là, par exemple, les sphères de couleurs qu'on voit, ça fait un peu sapin de Noël, hein, mais en fait, c'est le niveau d'effort dans les articulations par rapport à des niveaux d'effort maximum moyen. Et ça permet d'estimer en fait la répartition des efforts dans le corps humain quand on est en train d'interagir avec un système, que ce soit un cobo, un exosquelette. Et en fait, ça, c'est assez intéressant pour tout ce qui va être conception, alors que ce soit conception mécanique, optimisation de la conception mécanique ou de la loi de commande de ces systèmes, et donc pour aller vers du co-design. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un processus hyper itératif où on fait un proto, on teste, etc., en fait, on va directement pouvoir utiliser la simulation, comme dans beaucoup d'autres domaines, hein, mais on va directement utiliser la simulation pour évaluer l'effet ergonomique d'un système et optimiser potentiellement les paramètres de ce système par rapport à des données d'ergonomie. Donc ça, on l'a appliqué pour du cobo sur deux choses différentes. Le premier, c'est, je dirais, essayer de driver l'humain vers une posture qu'on va appeler optimale, même si ça pose pas mal de questions par ailleurs. En fait, sur l'exosquelette, le but, c'était vraiment de diminuer les efforts. Alors sur le cobo, on peut aussi diminuer les efforts, sans spécialement s'intéresser à la posture, mais on peut aussi chercher à amener l'humain vers une posture qui va être meilleure d'un point de vue ergonomique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, typiquement, si on est sur une application où l'humain et le robot vont manipuler ensemble un objet, par exemple déplacement d'un objet assez large, en fait, la trajectoire du robot va forcément influencer la trajectoire des mains et donc la posture de la personne.
Et donc, ce qu'on a cherché à faire là, c'est justement optimiser, trouver une posture optimale d'un point de vue de l'ergonomie. Donc, en termes d'ergonomie, on a regardé ici les couples articulaires, soit dans l'ensemble du corps, soit juste au niveau du dos et des épaules. Donc, on peut faire de l'optimisation mono-objectif ou single objectif ou multi-objectif. On part ici, on partait d'une démonstration en capture de mouvement, qui était voilà, une manière de faire la tâche. Et puis, on paramétrise différentes trajectoires, enfin les trajectoires de différents points du corps, et on cherche finalement à optimiser ces trajectoires, donc les paramètres de ces trajectoires, et pour tester chaque candidat, en fait, chaque situation, on utilise la simulation qui va nous sortir des grandeurs d'ordre ergonomique. Et avec ça, on montrait qu'on arrive voilà, à obtenir une posture ou un mouvement, une manière de faire qui est plus ergonomique. Et si on a ça sur l'ensemble du corps, on connaît la trajectoire de la main et en fait, ça va servir d'input, en fait, d'entrée pour la trajectoire du robot. Et dernière application, dernière slide avant ma conclusion. Là, encore une fois, je vous ai vendu de la simulation humain-robot, mais il n'y avait pas de robot. Donc il y a quand même des cas où il y a vraiment un robot. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire de l'optimisation du design. Donc un robot type robot collaboratif, on voulait essayer d'optimiser son placement dans l'espace de travail et puis les longueurs de ses segments. Alors ça, c'était un peu un exemple joué hein, sur une démo. Et donc on a couplé la simulation physique, toujours la même, avec l'estimation des efforts dans l'ensemble du corps, avec un algorithme type algorithme génétique pour optimiser les différents paramètres de conception du système. Ce qui nous permettait effectivement de ressortir différents... Alors on avait fait du multi-objectif, donc on obtient un front Pareto, mais on obtenait différentes solutions qui étaient assez performantes d'un point de vue de différents critères. Alors il faut bien voir que là le but c'est pas de remplacer complètement le concepteur, hein. Je pense que ça aujourd'hui on en est loin. Par contre ça peut permettre de donner des premières idées, de trouver des solutions innovantes sur lesquelles on va pouvoir ensuite travailler. Par contre ici aussi ça pose, là on est vraiment sur de la synthèse de mouvement, hein. Donc c'est pas de la capture de mouvement où on rejoue, mais c'est vraiment on définit une trajectoire par exemple pour la main à suivre et on génère le mouvement de l'ensemble du corps. Et ça pose aussi quand même pas mal de questions sur est-ce que le mouvement généré correspond vraiment à ce que ferait un humain. Et ça, c'est aussi tout un thème de recherche, avec ici aussi des sciences du mouvement, des questions d'optimisation, et puis de plus en plus d'approches machine learning, type avec du inverse reinforcement learning ou des choses comme ça, pour se baser sur des données humaines. Voilà, du coup, pour conclure, l'idée c'était de brosser un petit aperçu de ce qu'est de l'assistance, de ce qui existe et de quels sont, à mon sens, encore les grands défis qui restent en assistance robotique au geste, que ce soit cobo ou exosquelette. Donc, le but, c'est bien évidemment d'aller vers une collaboration physique et donc avoir un système qui est safe pour la personne, qui est efficace vis-à-vis de la tâche à faire, qui est ergonomique d'un point de vue physique, mais qui est aussi intuitif et simple à utiliser, parce que tout ça, ça va conditionner l'acceptabilité du système. En fait, si vous ne remplissez pas tous ces critères, globalement, le système il va rester dans un placard et il ne sera pas utilisé. Et comme on est sur un système qui va être en interaction forte avec l'humain, ça pose des questions donc, de modélisation, d'évaluation, d'optimisation du mouvement humain. Et de manière plus générale, ça pose des questions sur cette interaction homme-robot. Typiquement, ce qui va être la question des rôles. Ok, j'ai un robot qui assiste l'humain, mais qui fait quoi? Qui est leader? Qui est follower? Comment ça se répartit? C'est toutes les questions de contrôle partagé. Une des grosses questions aussi, c'est la personnalisation des systèmes, puisqu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à prendre un utilisateur moyen et on fait tout sur la base de cet utilisateur moyen. Et en fait, si on veut aller vers, on va dire, un peu une symbiose entre l'humain et l'assistance robotique, et encore plus quand on est sur des exosquelettes qui sont vraiment des systèmes en interaction étroite, si on ne fait pas un peu de personnalisation, ça marchera mal. Alors à la fois au niveau mécanique, mais aussi au niveau commande. Et donc là, on rentre vers des questions aussi de contrôle adaptatif, parce qu'on peut avoir de la variabilité inter-individu, mais on a aussi de la variabilité intra-individu, par exemple liée à la fatigue, avec des approches qu'on va appeler aussi human in the loop, humain dans la boucle. Et puis alors ça c'est pas ma spécialité, mais par contre, on a de l'humain, et du coup le côté facteur humain est indéniable, et tout ce qui va être aussi effet cognitif de l'assistance, charge cognitive, acceptation, etc. Si on veut que ça fonctionne, c'est des choses à prendre en compte, et donc des collaborations avec des collègues de facteurs humains à considérer. Voilà, merci beaucoup.
J'espère que c'était pas trop dur après le déjeuner. Et puis, encore une fois, merci pour l'invitation et merci aussi. Alors, je suis pas sûre que la liste soit complètement exhaustive, mais à toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ces thématiques. Et si jamais vous êtes intéressés, vous avez mon mail. Et vous pouvez aussi venir me voir.